Donc très rapidement, le déroulé de ces 2 prochaines heures. Nous aurons une introduction pour vous présenter la structure pilote de l'étude ainsi que l'ambition de la gouvernance sur cette étude. Donc, ce sera une intervention du CERD et de l'ADEME. Ensuite, on vous présentera les livrables et les résultats de l'étude. Donc, une intervention qui sera faite par Circulaire et Plastium. Et enfin, nous avons prévu un temps de présentation de 2 leviers majeurs que nous avons identifiés dans le cadre de cette étude, à savoir le levier de la commande responsable, donc une intervention qui sera faite à 2 voix par le CD2E et la FEDEREC, ainsi que le levier du réseau Comet, donc une intervention qui sera faite par NeoEco, animateur du réseau. Et donc ensuite, on aura un temps d'échange en 3 groupes sur ces 2 leviers pour justement identifier ensemble les moyens et acteurs pour mettre en place ces leviers en région et ensuite identifier d'autres leviers éventuels que vous auriez à nous partager. Je n'en dis pas plus et je donne dès à présent la parole à Anastasia Ivanovski, coordinatrice des 2 observatoires énergie-climat et déchets-matières, pour vous présenter la structure pilote de l'étude. Merci Ariane, bonjour à tous et à toutes. Du coup, sur la slide suivante, je vais vous dire 2 mots sur le CERD, qui est le Centre ressources du développement durable, porteur, animateur des observatoires dont vient de parler Ariane. Donc le CERD, on est un groupement d'intérêt public. On existe, alors pas depuis 20 ans, c'est une petite erreur que j'ai faite, depuis 24 ans maintenant, en région Hauts-de-France, historiquement que sur le Nord-Pas-de-Calais, puis étendu ensuite sur l'ensemble de la région. Groupement d'intérêt public qui est présidé alternativement tous les 2 ans par l'État et la région Hauts-de-France. Actuellement, on est sous une présidence État, donc c'est le SGAR qui est notre président. On a une mission principale d'outillage et d'accompagnement auprès des acteurs et actrices du territoire désireux d'accélérer les transitions. Et pour ça, on porte 2 types de métiers. Donc, historiquement, le métier de production de ressources, d'animation, d'accompagnement collectif. Et puis, j'allais dire plus récemment, depuis 2012 pour l'Observatoire Climat et depuis 2022 pour l'Observatoire Déchets Matières, on a le métier d'observation. Et le métier d'observation, c'est quoi? C'est de faciliter l'accès aux données de référence en région sur les thématiques concernées, et en l'occurrence aujourd'hui sur déchets et matières. Le CERD au global travaille de façon systémique sur 5 thématiques. Donc, on a le climat, les déchets, les nouveaux modèles économiques, le management des transitions au global, j'en suis où? 1, 2, 3, 4, et l'alimentation. Si je dis pas de bêtises. Ah non, et pardon, j'ai oublié également les achats publics durables à travers les nouveaux modèles économiques. On est basé à Los Angeles, d'où la petite image avec les terrils que vous voyez sur la droite. Sur la slide suivante. Au niveau de l'Observatoire déchets matières plus spécifiquement, donc on a été fondé enfin, le dispositif d'observation a été fondé par l'État et la région en 2022, puisque jusqu'alors, il n'existait pas d'observatoire régional sur les déchets en Hauts-de-France. Son portage a été confié au CERD pour 2 raisons principales. Son métier d'observation qui est fait sur l'Observatoire énergie-climat depuis 2012, mais aussi pour son lien avec les territoires, notamment par nos actions d'animation et d'accompagnement. On a un fonctionnement partenarial parce que derrière, il y a 3 opérateurs techniques qui mettent en œuvre cet observatoire. On va avoir le dispositif Géo-de-France pour tout ce qui est collecte de données et rediffusion de ces données à travers différents data visualisations. On travaille également avec la CERC pour tout ce qui est l'observation des déchets du BTP de la construction. Et nous, CERD, on est là en articulation de la collecte pour s'assurer des bonnes méthodologies convergentes avec l'ensemble des autres observatoires déchets, puisqu'on fait partie d'un réseau national qui est le RAR, réseau des agences régionales et de l'environnement, qui porte ces observatoires déchets. Mais on est également là pour apporter les messages qui sont diffusés avec les chiffres clés et donc analyser ce qui se passe en Hauts-de-France, le comprendre et vous le restituer sous les différents échelons géographiques. Les 3 objectifs principaux, comme je vous le disais, faciliter l'accès aux indicateurs clés et de référence sur les déchets et la matière, être un outil d'aide à la décision, que ce soit pour les acteurs publics ou privés, et animer un réseau d'acteurs autour de l'observation déchets-matières. Et il me semble que j'en ai... Ah non, je n'en ai pas fini, voilà, donc très bien. Et donc notre équipe sur l'ODEMA,
Comme je vous le disais, donc tout à droite, on a 2 personnes à la CERC qui travaillent, alors pas à temps plein sur l'ODEMA, mais qui travaillent avec nous, Marie Motelier et Virginie Formentel-Dieu. On a Jean-Baptiste Débat avec nous à Géo-de-France. Je vous ai expliqué ses missions tout à l'heure. Et donc, au sein du CERD, il y a Ariane Ponce, que vous connaissez bien maintenant, qui est chargée de mission plutôt sur les thématiques matières et déchets d'activité économique, et Mathilde Ternisien, plutôt sur les déchets ménagers assimilés. Et moi-même en coordination, du coup, sur les 2 observatoires. Et je laisse la parole à Agnès Jacques, qui est une de nos pilotes sur l'Observatoire déchets matières et qui est donc directrice régionale déléguée à l'ADEME Hauts-de-France. Merci Anastasia, je pense que ça fonctionne, j'ai tout rallumé, c'est bon. Alors, tout d'abord, je vais commencer par quelques remerciements, comme ça je ne les oublie pas. Déjà, je vois que nous sommes nombreux, ça veut dire que vous avez répondu présent en nombre à cette invitation de l'ODEMA pour le webinaire, et ça veut dire aussi que vous êtes tous partie prenante dans l'étude, que vous avez été contributeurs d'une manière ou d'une autre, et j'y reviendrai après. Donc, merci beaucoup pour votre mobilisation sur ce sujet de l'observation déchets matières. Alors, effectivement, je représente l'ADEME et à travers l'ADEME, un des partenaires fondateurs dans cette gouvernance de l'ODEMA et une gouvernance qu'on a voulu d'emblée partenariale. Merci aussi à l'équipe de l'ODEMA qui a piloté ce travail exploratoire sur la filière plastique. Et merci côté équipe ADEME aux chargés de mission que vous avez sans doute croisés tout au long de l'étude, François Imbert qui n'est pas là aujourd'hui et Camille Bouvet, que vous aurez l'occasion d'entendre tout à l'heure. Pour dire 2 mots sur l'ambition de cet observatoire et de l'étude. D'abord, je pense que je vais parler à des convaincus, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les grands enjeux qui nous ont fait traiter cette question et vraiment vouloir créer cet observatoire partenarial à l'échelle des Hauts-de-France, c'est bien sûr les enjeux de changement de modèle. Derrière le modèle linéaire, on voit bien qu'on se heurte de manière de plus en plus évidente aux limites planétaires, à des enjeux qui soient socio-économiques, qui soient stratégiques, qui soient humains, qui sont très liés. Et puis, la nécessité donc vraiment d'ouvrir de nouveaux champs d'observation en région autour des questions du rapport à la consommation de matière, les enjeux de sobriété, les enjeux d'évolution des modèles de production et de consommation. Et donc, dans un contexte régional qui était aussi déjà marqué par des ambitions importantes sur ce sujet, à travers la dynamique REF3, à travers l'adoption du SRADET et de son volet déchets, une réglementation nationale qui nous pousse aussi. L'Observatoire partenarial, ODEMA, il a vraiment été créé pour essayer de répondre ensemble à ces questions autour des ressources matières, et il est en quelque sorte un peu le petit frère aussi de tout le travail qu'on a déjà effectué sur l'énergie, même si les jeux d'acteurs, les chaînes de valeur, etc., bien sûr, sont quand même pas tout à fait les mêmes. Et donc, le besoin numéro 1, c'est un besoin de connaissance et d'observation. Et pourquoi la connaissance? Parce que ça préside aussi à un certain nombre d'orientations de la part des acteurs publics ou privés, et ça préside à des prises ça aide aux prises de décision. Donc, ce qu'on souhaite avant tout, c'est que cette connaissance, elle puisse à la fois objectiver et éclairer, bien sûr, des prises de décision dans des montages de projets, dans des travaux autour de nos modèles. Deuxième objectif de l'Observatoire, qui était extrêmement important, et vous le voyez à travers les animations ou les réunions auxquelles vous avez déjà été conviés, c'est vraiment de travailler la question du partage d'informations, de la mise en réseau des acteurs, de la recherche de coopération, de synergie, c'est tous des termes qui vont être employés aussi cet après-midi, et bien sûr dans une logique d'économie circulaire, un travail toujours très important et parfois bien complexe de mise en relation entre l'offre et la demande, et autant que faire possible de travailler en proximité sur ces enjeux de bouclage. L'ambition, elle est aussi clairement en phase avec les enjeux de neutralité carbone à horizon 2050, les enjeux autour du changement climatique, et ça se traduit dans les exercices de prospective, notamment ceux que réalise l'ADEME. Quand on fait de la prospective sur la neutralité carbone, le sujet matière est présent, le sujet de consommation de ressources, le sujet des ressources pour réaliser la transition, le sujet de l'épuisement d'un certain nombre de ressources, tout ça est fortement
présents. Et donc, la question des limites planétaires, elle est forcément liée aussi aux enjeux du changement climatique et à la manière dont on peut se projeter dans le moyen et long terme. Une fois que j'ai redit un petit peu ce décor qui avait donc présidé à cette ambition très partenariale autour de l'ODEMA, j'en viens très vite au sujet de la filière plastique parce que au-delà effectivement j'allais dire du socle hein, qui est un peu plus fait un peu plus appel à des connaissances plus anciennes, plus rodées autour des déchets, notamment des déchets dans le cadre du service public, et puis un petit peu d'observation aussi sur des déchets issus d'acteurs économiques. On a voulu s'atteler à de l'observation sur l'ensemble d'une filière, et on a commencé par la filière plastique, c'est pas anodin. D'abord, c'était une opportunité pour essayer de mieux identifier et partager l'ensemble de la chaîne de valeur. Et là, vous représentez vraiment la chaîne de valeur. Au-delà de la filière, de l'amont à l'aval, bien sûr, on a des entreprises de l'offre, de la demande, de la transformation de matière là, parmi vous, mais on a aussi des entités publiques, des collectivités territoriales, la région et diverses collectivités qui se sont impliquées. On a des centres techniques, on a le monde académique, on a des instituts ou des organisations professionnelles. Et ça montre bien donc qu'il y a un intérêt partagé pour traiter ces questions de coopération qui soient existantes ou qui seraient à créer, et donc de maintenir un peu ce sens de la dynamique collective. Alors c'est une première, on a expérimenté, on a construit la méthode en allant, donc ça servira aussi d'enseignement sans doute pour d'autres filières à venir, on progressera petit à petit dans nos méthodos, mais vous avez accepté ce jeu de jouer le jeu du caractère exploratoire de l'étude, et là je vous en remercie encore. Je vais juste terminer, parce que je pense que mon temps il est déjà pas mal écoulé, par vous rappeler, par rapport à ce que je viens d'exprimer, notre double conviction à l'ADEME autour de ces enjeux de connaissance, d'observation, pardon, excusez-moi, d'observation et de travail en collectif autour des filières. Le premier, c'est que, je l'évoquais en début de mes propos, les limites planétaires. C'est qu'on ne peut pas passer aujourd'hui à côté d'une certaine urgence de travailler la question de notre rapport aux ressources matières en commençant par les sobriétés, par le questionnement sur le besoin, par le questionnement sur la manière de consommer pour produire, pour faire fonctionner des entités ou des écosystèmes, et ensuite pour leur usage, traiter la question de leur usage et de leur fin de vie. Donc sobriété, c'est urgence par rapport à la surexploitation des ressources, par rapport aux défis qui sont devant nous, pour réussir aussi la transition. Quand on parle de transition énergétique, vous le savez bien, il y a un certain nombre de ressources stratégiques en jeu. Donc on a vraiment ce point-là, je pense qu'il faut qu'on garde en focus, et qui peut-être pourra aussi guider des réflexions ou des orientations dans vos échanges aujourd'hui et puis demain à la suite de l'étude. Deuxième conviction, c'est qu'on a aussi cet impératif de poursuivre notre travail dans des dynamiques collectives. Parce que c'est comme ça qu'on arrivera effectivement de plein pied à mettre en œuvre une économie circulaire, parce que le collectif, lorsqu'il existe, lorsqu'il dure dans le temps, ben c'est ce qui crée de la confiance, c'est ce qui rapproche les acteurs. La proximité, c'est aussi une réduction d'un certain nombre de circuits dans les chaînes, c'est une réduction des vulnérabilités. Et puis ça permet à tout un chacun aussi d'arriver bien sûr à des modèles économiques viables, et donc à maîtriser les coûts, à mieux connaître et à maîtriser la qualité des intrants, des process, etc. Donc les collectifs, on va poursuivre bien sûr dans le cadre de l'ODEMA, on va poursuivre dans le cadre de la dynamique REF3, dans le cadre d'un certain nombre de démarches qui ont été engagées sur l'économie circulaire. Et puis, Anastasia, je ne sais plus si tu l'as évoqué, mais je vais le réévoquer là. À la création de l'ODEMA, il y a 3 ans, vous avez proposé le CERD, une charte des partenaires. Donc, ce que je vous invite, c'est bien sûr par rapport à la charte qui contient un peu tous ces ingrédients de la dynamique d'observation. Mais si vous ne la connaissez pas encore, à questionner Anastasia ou Ariane. Et puis, si vous ne l'avez pas encore signée, aussi à vous demander si ce n'est pas le moment de venir rejoindre ce tour de table des partenaires. Au-delà des études thématiques, il y a aussi pas mal de partage d'infos et puis un événement annuel. Voilà, je ne vais pas être plus longue que ça, mais je pense que la charte matérialise aussi quelque part le fait qu'on a tous envie de s'engager dans ce même sens collectif.
Voilà. Alors, j'avais le privilège de faire l'intro, par contre, j'aurais pas la chance de rester longtemps avec vous, parce que les réunions du lundi après-midi, parfois, sont un peu incontournables dans les services. Et là, voilà, je reste 5-10 minutes, et puis après, il restera un participant ADEME quand même à cette séance de travail. Merci. Merci Agnès pour cette présentation. Il me semble qu'Anastasia transfère justement notre charte et le lien vers notre site internet. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure dans le chat. Et effectivement, j'ai oublié de me présenter en début de webinaire. Je suis Ariane Pons, donc chargée de mission à l'ODEMA et pilote de cette étude. Et donc, Lucie, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Et donc, je vais vous présenter notre étude. On est accompagné par le Bureau d'études circulaires et le pôle d'excellence Plastium pour la réalisation de cette étude. C'est une étude qui a pour mission d'approfondir la connaissance sur la thématique des plastiques. Également, comme le disait Agnès, c'est justement cette volonté de mettre en visibilité l'offre régionale d'économie circulaire. Et donc, dans l'offre régionale, c'est à la fois justement retranscrire toutes les compétences, connaissances, accompagnements présents en région Hauts-de-France et les mettre à disposition de tous. Et un autre objectif était également de mettre en perspective l'offre et la demande, mais plus quantitative, et donc d'identifier 3 gisements, la fabrication de matières vierges, le gisement de déchets et le gisement des résines recyclées, dans le but justement de créer plus de circularité régionale. En termes de format, c'est une étude qui a duré 1 an. Elle a commencé en juin 2024 et elle touche à sa fin en ce moment. C'est une étude qui a été réalisée en 2 grandes étapes. La première étape était d'établir un état des lieux de la filière et justement de positionner la région des Hauts-de-France au regard des différentes dynamiques comme nationales et européennes. Et la deuxième étape, c'était justement d'aller un peu plus loin sur la connaissance et d'identifier les acteurs régionaux de l'économie circulaire pour créer justement un répertoire à disposition de tous et rendre accessible justement l'offre en région. Et le deuxième volet était de la réalisation d'une enquête quantitative en parallèle, des interviews ont été réalisées pour aller chercher plus loin des données qualitatives, le tout pour justement mieux quantifier, caractériser les 3 gisements que j'ai évoqués en amont. Et donc, en termes de périmètre, j'ai omis un point, c'est qu'on s'intéresse à l'étude plastique, mais notamment à 3 secteurs en particulier, à savoir le BTP, l'automobile et les emballages. Et pour réaliser cette étude, on a monté un groupe de travail rassemblant différents acteurs de la région, des acteurs spécifiques donc, de la filière plastique, à savoir des collectivités, des pôles de compétitivité, des institutions, recherche, fédérations, mais également été conviés des transformateurs, des recycleurs, des donneurs d'ordre. Et l'idée, c'était de construire ensemble une vision partagée de la filière plastique et composite. Je vais m'arrêter là pour la présentation de l'étude et donner la parole à Circulaire et Plastium pour vous présenter les résultats de notre étude. Oui, merci Ariane. Déjà, je me présente rapidement. Pour ceux que je n'ai pas encore déjà vus lors des précédents groupes de travail que mentionnait Ariane, je m'appelle Lucie Perrin, je suis consultante chez Circulaire et du coup, j'ai eu l'occasion de travailler en côte à côte avec Plastium et l'ODEMA sur les différentes parties du coup de cette étude, que ce soit sur la synthèse bibliographique que je vais mentionner tout de suite, mais aussi, vous le verrez, du coup, sur le répertoire, l'enquête et les interviews. On a une session de questions-réponses à la fin de la présentation et des différentes interventions, donc je vous propose de bien noter vos questions et de les garder pour ce moment-là. Donc, comme mentionné précédemment, on a eu l'occasion de réaliser pour la première partie de cette année une synthèse bibliographique. L'objectif était donc de faire un état des lieux de la filière plastique et composite dans les Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France, mais pas que, on a eu aussi du coup toute une partie avec un scope plus européen et national.
Ça nous a permis, grâce à une trentaine d'études bibliographiques, d'identifier à quoi ressemblait la filière aujourd'hui, quelles étaient les données qui étaient disponibles et au contraire, quelles étaient les données qui ne l'étaient pas. Ça a été non seulement intéressant du coup de réaliser cette synthèse-là pour avoir voilà, un conglomérat des données disponibles, mais également pour pouvoir diriger l'enquête et les interviews qui ont suivi. On avait une idée un peu plus précise de ce qu'on cherchait réellement comme manque à gagner de données. Cette synthèse biographique-là, elle a été vraiment nourrie aussi par les différents groupes de travail, dont vous avez notamment fait partie pour certains, avec des transformateurs, des recycleurs, des instituts de recherche, pôles d'excellence, de compétitivité, des éco-organismes, etc. Et donc, grâce à ça, la synthèse bibliographique a pris vie, elle a été mise à jour en mai 2025. On vous a remis là différents chiffres clés de la filière en région, avec notamment voilà, le nombre d'établissements de transformation en matière plastique, les 11 187 employés de la filière. Et ensuite des chiffres du coup plus sur la résine, notamment de tonnes de déchets post-consommation produites en 2020 qui s'élève à 0,33 millions de tonnes. Ces informations-là sont du coup à votre disposition sur les slides, mais également si vous cliquez du coup sur le lien, la synthèse est disponible sur le site de l'ODEMA. On va venir du coup se concentrer maintenant sur les différents livrables qui ont été réalisés pour cette enquête-là, à commencer par le répertoire d'acteurs. Ce répertoire-là, il a pour objectif non pas de dresser une liste exhaustive de l'ensemble des acteurs de la région qui vont avoir un lien avec la filière, mais plus de dresser une liste d'acteurs qui vont être impliqués dans l'économie circulaire et qui vont être aujourd'hui en capacité d'accompagner une transition vers une économie plus circulaire. Le répertoire a été pensé sous la forme d'un Excel que je vous montrerai juste après, avec un système de filtre à l'entrée, avec plusieurs services de proposés, l'accompagnement technique, l'accompagnement R&D innovation, le financement, la formation, centre de ressources, la mise en réseau, la certification d'incubateur et l'information filière et réglementaire. L'objectif, c'est que chaque acteur de la région qui a envie d'être accompagné pour un service en particulier puisse cliquer sur ce service et voir l'ensemble des acteurs qui est capable de répondre à cette demande-là. Ensuite, on va trouver un certain nombre d'informations, notamment le type d'acteur, le nom avec le lien de cet acteur-là et son site internet, une courte description qui a été écrite du coup par l'acteur, et ensuite l'ensemble des piliers de l'économie circulaire sur lesquels cet acteur-là peut travailler. Et du coup, qui va compléter le service plus spécifique. Donc, on a de lister l'approvisionnement durable, l'éco-conception, le IT, le FC, la consommation responsable, et enfin l'amélioration de la prévention, de la gestion et du recyclage des déchets. Donc, l'Excel ressemble à ça. Il sera également disponible sur le site internet de l'ODEMA. Vous avez à gauche donc l'ensemble des services qui vont être proposés, ensuite la description et ensuite le pilier de l'économie circulaire qui va être concerné. En ce qui concerne du coup la méthodologie qu'on a suivie, non seulement pour l'enquête, mais également pour les interviews. Rapidement, ça reprend ce que Ariane a déjà évoqué. On s'est vraiment concentré sur 3 secteurs en particulier, le BTP, l'emballage d'automobile, pour pouvoir avoir plus d'informations sur 3 types d'offres, le besoin en matières premières, le gisement de déchets et la fabrication de matières premières recyclées. Comment est-ce qu'on a réussi à avoir du coup des informations sur ces points-là? C'est en réalisant du coup une enquête pour récolter de la donnée quantitative et caractériser les 3 gisements, mais également des interviews pour venir contextualiser ces données-là. Quels vont être les freins, les opportunités, les perspectives? Comment est-ce que les acteurs impliqués en région réagissent à ce type d'informations? Donc d'un côté, l'enquête en ligne, elle avait pour but de venir questionner les recycleurs et transformateurs de la région. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas venu questionner les donneurs d'ordre? C'est pour des questions de pas croiser en fait l'information. On avait peur du coup que les transformateurs aient en fait aussi les données des donneurs d'ordre. Donc on a préféré vraiment se concentrer sur ces 2 typologies d'acteurs-là. Le questionnaire a été construit en partenariat avec Géo de France. Il a été publié entre le 6 février et le 4 avril avec plusieurs salles d'envoi, de relance, etc. Et là, vraiment, on est venu questionner le besoin en matières premières plastiques, le gisement de déchets, la manière dont ce gisement-là a été géré et donc comment est-ce que potentiellement ça pouvait devenir de la matière recyclée sur le territoire.
Pour ce qui est des interviews, on est venu là plus questionner tous les donneurs d'ordre, recycleurs, éco-organismes, têtes de réseau et acteurs de la recherche et développement. À chaque fois avec un guide d'entretien qui était vraiment adapté à la typologie d'acteurs. Ces interviews-là, on les a réalisées entre mars et avril et on voulait vraiment comprendre les freins, les opportunités de ces acteurs. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils avaient des problématiques d'incorporation de matières premières recyclées? Pourquoi est-ce qu'au contraire ils avaient des facilités à le faire? Comment est-ce qu'ils géraient leurs déchets? Quel type d'acteurs ils rencontraient au quotidien et comment est-ce qu'ils interagissaient avec eux? Voilà. Pour vous donner une idée du coup de la représentativité de cette enquête-là, et ça va être un peu aussi le fil conducteur du reste de ma présentation. En ce qui concerne du coup l'enquête en ligne, on a interrogé 150 acteurs de la filière pour un total en fait de 25 répondants. Au sein de ces 25 répondants, et au vu des effectifs totaux des transformateurs et des recycleurs de la région, on a pu du coup déterminer un pourcentage de représentativité. 9% en ce qui concerne les transformateurs de la région sont représentés par cette étude-là, et 2% des effectifs des recycleurs sont représentés par cette étude. C'est important de le garder en tête parce qu'aujourd'hui, on va du coup partager et analyser des chiffres qui sont certes intéressants, mais qui ont besoin d'être remis dans le contexte de cette représentativité-là et les conclusions qui vont en être tirées également. Pour ce qui est des interviews, on est venu du coup pendant 1 heure interviewer les types d'acteurs que je vous ai cités précédemment. On avait pour objectif 35 participants. On a eu du coup en tout 13 interviews. 13 interviews qui ont été toutes très enrichissantes et qui ont donné beaucoup de contexte justement aux données qu'on avait pu avoir côté transformateur et recycleur. Là, c'est pour vous donner du coup une vue d'ensemble sur l'ensemble du gisement. On va venir chercher à analyser 3 types de zoom. Le premier, ça va être tout ce qui rentre chez les transformateurs, que ce soit la matière première recyclée ou la matière vierge. Ensuite, ce qui va sortir de chez le transformateur, mais aussi en post-consommation, avec un zoom du coup sur la gestion des déchets et leurs exutoires. Et pour finir, du coup, ce qui va sortir du recyclage, donc avec la production de matières premières recyclées et la manière dont elle va potentiellement être réutilisée en région ou pas. Donc pour ce qui est du besoin en matières premières, on est venu du coup questionner les transformateurs. On a un total de matières entrantes, matières vierges ou matières premières recyclées de 112 994 tonnes. Cette matière-là, elle va se diviser du coup en 2 parties, la MPR et la matière vierge. Et au sein de cette matière entrante, il va y avoir plusieurs provenances. Donc là, vous avez les différents tonnages avec du coup une grosse partie provenant de l'Union européenne pour ce qui est de la matière vierge et une grosse partie provenant de la France pour ce qui est de la matière première recyclée. Ces provenances-là, on les détaille du coup sur cette slide-ci. Donc comme je disais, majorité de la matière première vierge pour les transformateurs provient d'une européenne, ensuite la France, ensuite l'Union européenne, mais c'est vraiment très 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 représenté par l'UE. Pour ce qui est de la matière première recyclée, on a du coup 56% de la matière première recyclée qui provient de France, ensuite Union européenne, ensuite les Hauts-de-France, et très très peu provient hors Union européenne, ce qui est une bonne nouvelle. En ce qui concerne du coup plus d'informations sur ces résultats-là, on a aujourd'hui 31% du tonnage total des matières entrantes chez le transformateur qui va être représenté par la matière première recyclée. Au sein de cette matière première recyclée, seulement 21% va provenir des Hauts-de-France. C'est un résultat qui va être encourageant, mais qui aussi montre la capacité d'évoluer et de s'améliorer en ce qui concerne le sourcing local de la matière première recyclée et la création du coup de boucles fermées. Les interviews ont permis aussi, en plus de la synthèse bibliographique, de comprendre ce type de résultat-là. Aujourd'hui, on a des propriétés mécaniques de la matière première recyclée qui ne va pas nécessairement réussir à répondre à l'ensemble du cahier des charges de tous les secteurs, notamment pour ce qui est de l'agroalimentaire et de la santé. L'agroalimentaire, avec toutes les notions de contact alimentaire, va être très intransigeante en termes de cahier des charges. Et pour la santé, les questions d'hygiène vont également représenter un frein à l'incorporation de matières premières recyclées. Pour ce qui est des autres secteurs, le manque d'incitation économique va être également un très très gros frein. Ce manque d'incitation économique-là vient aussi en parallèle d'un manque de demande aussi d'incorporation de matières premières recyclées de la part des donneurs d'ordre dû au prix plus élevé de la matière première recyclée par rapport à la matière vierge et qui du coup va venir
freiner ou du moins ne va pas venir encourager les donneurs d'ordre à incorporer plus de matières premières recyclées, ce qui est ressorti du coup de la part des transformateurs. Petite précision également sur l'ensemble des chiffres qui proviennent des transformateurs. On a aujourd'hui pas mal de questions aussi qui se posent sur le type de profil qui a répondu à notre enquête. Est-ce qu'on a ici l'ensemble des bons élèves transformateurs des Hauts-de-France? Est-ce qu'au contraire, on a réussi à avoir assez de diversité dans les réponses? Est-ce que le transformateur a un secteur d'activité qui va être très précis, que ce soit sur l'emballage, le BTP ou l'automobile? Aujourd'hui, la question a été posée, mais généralement, les réponses étaient cross-secteur, ce qui ne nous permet pas d'avoir une analyse fine sur exactement quelles données pour quel secteur. Donc voilà, il faut le prendre dans son ensemble, mais à chaque fois avoir bien conscience des limites potentielles de la représentativité de ces chiffres. En ce qui concerne du coup le gisement des déchets et plus principalement les déchets post-production, donc là, c'est tout ce qui va être les chiffres des transformateurs en sortie du coup de transformation. Aujourd'hui, on a du coup demandé aux transformateurs de nous expliquer comment est-ce qu'ils géraient leurs déchets et quel type d'exutoire ils venaient utiliser et du coup en quelle proportion. On a du coup une grosse majorité des déchets plastiques post-production qui sont envoyés pour recyclage. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont être recyclés in fine, mais au moins ils sont envoyés pour recyclage à hauteur de 4 869 tonnes. 21 tonnes va être valorisée énergétiquement et enfin 42 tonnes va être enfouie. Les solutions aujourd'hui de recyclage sont vraiment majoritaires, notamment, enfin, ça peut potentiellement s'expliquer du coup avec la hausse de la taxe générale aux activités polluantes, qui du coup va pousser vraiment les acteurs à recycler. Il y a aussi le coût d'enlèvement des déchets qui va être onéreux, donc tous les acteurs vont non seulement faire en sorte d'avoir le moins de déchets possible, mais en plus de ça, d'avoir des solutions et des exutoires qui vont être le moins coûteux possible pour des raisons économiques évidentes. Et après, en ce qui concerne le type de résine qui va sortir de chez le transformateur, il y a aussi beaucoup de déchets qui vont être monorésine et qui du coup vont faciliter le recyclage et donc faciliter la prise en main de ces déchets in fine. En ce qui concerne du coup les déchets post-consommation, on a aujourd'hui utilisé des données externes qui ne vont pas du coup être liées à notre enquête. Comme je vous l'expliquais auparavant, on n'a pas de précision sur le secteur en particulier des transformateurs, mais on a du coup aussi pas assez de données de la part des donneurs d'ordre pour pouvoir avoir une idée précise des déchets post-consommation basés sur notre enquête. On a du coup utilisé pour l'emballage les données présentes sur le site de l'ADEME, qui nous dit du coup que 48 270 tonnes de déchets plastiques sont recyclés soutenus. La différence entre recyclé soutenu et recyclé collecté, c'est vraiment le déchet qui va être effectivement recyclé. Le déchet collecté va potentiellement être collecté sans être trié à bon escient et potentiellement va être collecté mais dans l'impossibilité d'être recyclé parce que trop petit, parce que en mélange. Donc voilà, recyclé soutenu, c'est ce qui est effectivement recyclé par les acteurs. Voilà, on a aujourd'hui aussi 45% des emballages qui sont mis sur le marché qui vont être soutenus par les éco-organismes en France. En ce qui concerne du coup les chiffres qu'on a pu récolter sur l'automobile et sur le bâtiment, on a utilisé pour l'automobile le rapport final sur le recyclage des plastiques de PFA. Et pour ce qui est du bâtiment, c'est également le site de l'ADEME. Donc voilà, c'est des informations qui sont amenées à évoluer. Parce que la raison pour laquelle aujourd'hui on a peu d'informations, c'est que c'est aussi des éco-organismes qui sont relativement récents et des REP qui ont été mis en place aussi récemment en 2023, en 2024. Et donc on sait que là, les éco-organismes sont aussi en pleine récolte de données et que le type d'études qu'on a pu réaliser va aussi potentiellement venir nourrir cet objectif-là. Pour ce qui est du coup des VHU, l'objectif, c'est vraiment de réussir à récolter le maximum de déchets et c'est une filière qui fonctionne très bien dans le sens où il y a un objectif économique à garder l'ensemble des pièces présentes dans les voitures pour pouvoir les recycler. Donc aujourd'hui, on a un taux de recyclage des déchets plastiques automobiles de 39%, qui est au-dessus de la moyenne européenne.
et qui du coup est encourageant. C'est cette manière de recycler, elle va se faire au travers des différentes casses et les acteurs sont assez bien répertoriés, ce qui permet du coup de mettre en place des techniques de recyclage efficaces. On a aujourd'hui 7% de plastique recyclé post-consommateur qui sont incorporés dans les pièces automobiles et 90 kilotonnes de plastique automobile qui sont envoyés au recyclage en France, donc collectés. Pour ce qui est du coup de la REP PMCB, c'est une REP qui est opérationnelle du coup depuis 2023. Ce qu'on sait du coup là, ce sont des chiffres qui vont être français et pas régionaux. 710 200 tonnes de plastique ont été mis en marché en France en 2023 et seulement 1500 tonnes de plastique collecté pour recyclage en France en 2023. La manière dont ça s'explique, c'est que aujourd'hui, il va y avoir du coup déjà un temps de rotation du matériau mis en marché qui va être beaucoup plus long que l'emballage par exemple. Mais en plus de ça, ça va être des matériaux plastiques qui vont être potentiellement mélangés avec d'autres résines et moins bien triés parce que démolis et non pas déconstruits. Donc plus compliqué d'avoir un tri aussi efficace que sur l'automobile ou l'emballage par exemple. Je vais laisser du coup Angéline prendre la main sur le gisement des résines recyclées. Ouais, ça marche. Merci Lucie pour cette première présentation. Donc je me présente très rapidement. Moi, c'est Angéline Paturel de Plastium. Donc je suis chargée de développement matériaux et process. Et donc je vais prendre la suite de la présentation. Donc ici, comme vous voyez, on est rendu en fait sur le troisième zoom, donc qui va correspondre en fait à la production et à l'incorporation de matières premières recyclées donc dans les Hauts-de-France ou ailleurs, comme on va le voir juste après. Donc ici, on va s'intéresser à la provenance des matières premières entrantes chez les recycleurs, donc l'origine des déchets qui vont être utilisés donc, par les recycleurs de notre région. Alors, selon notre enquête, on a un total de 88 245 tonnes de déchets, toutes résines confondues, qui vont être traitées. Donc en termes de répartition, on a environ 38% qui proviennent de France, de France, 30% de l'Union européenne, 26% donc des Hauts-de-France, donc à peu près un quart, donc c'est pas si mal, et à peu près 6% donc des matières qui viennent en dehors de l'UE. Sur la slide suivante, donc ici on peut regarder plus en détail les différentes résines qui vont alimenter donc nos recycleurs. Donc sur le graphe de gauche, on voit les principales résines qui entrent. Donc on a par exemple le polypropylène, donc qui lui représente 34%, donc qui va être la plus grande part. Le polyéthylène terephthalate qui représente 21% et le PVC 12%. On retrouve aussi d'autres matériaux comme les élastomères thermoplastiques, les résidus de braillage automobile ou encore les résidus de brouillage D3E. Et donc ces catégories, elles sont utilisées souvent en mélange de la matière première recyclée, ce qui explique qu'on ne les retrouve pas directement en sortie chez le recycleur. Concernant le graphique de droite, donc on peut voir les matières plastiques sortant des recycleurs. Donc il met en évidence que le polypropylène recyclé représente 43% de la matière recyclée, suivi donc par le PET donc recyclé avec 21-22%, et ensuite le PVC recyclé à 14%. Donc ici, on a des taux de recyclage qui sont observés, donc assez élevés, puisque on a un taux de recyclage de 88%, ce qui est supérieur à la moyenne nationale de 66% pour le recyclage mécanique. Et donc, ça peut s'expliquer par le fait qu'ici, on a vraiment des résines qui vont avoir des super bons rendements, comme le PP qui a un rendement d'environ 85%, et le PET et le PE qui ont des rendements entre 60 et 80%. Alors ensuite, ici, on est venu comparer la production régionale de matières premières recyclées et leur utilisation par les transformateurs locaux. Donc le premier graphique, celui sur la gauche, il va porter sur les résines produites par les recycleurs en Hauts-de-France et il indique donc le tonnage de chaque type de MPR qui va être produit dans la région. Donc on voit par exemple que le polypropylène recyclé, il domine très largement avec 32 000 tonnes, donc, produites en région, suivi ensuite par le PET avec environ 16 000 tonnes. Et ensuite, le PVC avec, on va dire, environ 11 000 tonnes. Donc, le total des résines produites par les recycleurs en région, il est de 75 655 tonnes. Le deuxième graphique, quant à lui, il va traiter donc, des matières premières recyclées en Hauts-de-France qui vont être utilisées par les transformateurs. Ici, donc, il montre la quantité donc, de ces mêmes matières premières recyclées qui sont réellement incorporées par les transformateurs dans les Hauts-de-France. Donc, on voit par exemple qu'il y a 4 000 tonnes de PE
PEBD, donc production NPR en Hauts-de-France, réincorporée par les transformateurs d'environ 7500 tonnes. Ah. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'avez perdu. On t'a perdu un moment, mais là, ça va. Ok, je reprends où, Lucie, tu peux me dire? C'était juste... Pour moi, Au c'était au niveau potentiel des de création. 4000 tonnes. Au Mm. niveau des 4000 tonnes, c'est là où on vous a perdu. Ok, ça marche. Donc, effectivement, on voit qu'on a à peu près 4000 tonnes de PEBD donc, qui va être réincorporé par les transformateurs dans les Hauts-de-France, 2000 tonnes de polyéthylène recyclé et à peu près 1500 tonnes de polypropylène recyclé, pour un total donc, de MPR sur les Hauts-de-France de 7535 tonnes. Donc ici, l'analyse de ces chiffres, ça montre bien qu'il y a un manque à gagner significatif, puisqu'il y a seulement 10% de la MPR produite en Hauts-de-France qui est réincorporée par les transformateurs régionaux. Donc, on voit bien qu'on a un potentiel qui est inexploité donc pour la création de boucles locales, notamment pour le polypropylène recyclé, puisque là, on va avoir à peu près 32 000 tonnes qui sont produites pour seulement 1500 tonnes qui vont être utilisées localement. Alors, bien sûr, il y a plusieurs freins qui peuvent tout à fait expliquer ce décalage. Par exemple, le prix d'achat de la matière première recyclée, qui est quand même souvent plus élevé que celui du plastique vierge. Le fait que la MPR, elle ne peut pas toujours répondre au cahier des charges techniques. Et également le fait qu'il n'y a pas forcément toujours une bonne mise en relation entre l'offre et la demande régionale. Par ailleurs, j'attire aussi votre attention sur le fait qu'on retrouve donc sur le graphe de droite cette valeur donc, de 4000 tonnes de PEBD recyclé qui n'est pas représentée chez les recycleurs sur le graphe de gauche. Et donc, on suppose que ce tonnage provient d'un recycleur qui n'a pas répondu à l'enquête, puisque je le rappelle, notre échantillon représente 2% des recycleurs et 9% des transformateurs de la filière. Alors, sur la slide suivante, ici, donc, on peut reprendre voilà, le graphe qui a été présenté précédemment, vraiment pour récapituler l'ensemble. Donc, on voit bien qu'on a une certaine quantité voilà, de matière qui rentre chez les transformateurs, donc à peu près 28 000 tonnes de MPR et 77 000 tonnes de matière première vierge. Ensuite, donc, il y a une partie qui va partir en déchets post-production. Et ensuite, forcément, voilà, on fait des pièces qui vont être utilisées, consommées. Et ensuite, on aura des déchets post-consommation. À chaque fois, donc, ces déchets vont partir dans les 3 voies de valorisation qu'on connaît. Le recyclage, ici, on a ciblé les installations de Hauts-de-France, la valorisation énergétique et également l'enfouissement. Donc, on a 88 000 tonnes de déchets qui rentrent au recyclage dans les Hauts-de-France et on a 75 000 tonnes environ donc, de matière première recyclée qui est produite. Ici, vous voyez qu'on a fait la flèche verte en pointillé. Celle-ci, elle représente donc, la matière première recyclée qui va être produite et déclarée donc, par nous, par les recycleurs lors de l'enquête. En fait, on l'a mise en pointillé puisqu'ici, la limite de l'étude, c'est qu'on ne sait pas forcément si cette quantité voilà, qui est déclarée, donc réutilisée par les transformateurs, est-ce qu'elle a vraiment été recyclée en fait, dans les Hauts-de-France. C'est là, en fait, le point qui reste pas tout à fait éclairci dans notre cas. On a donc là, pour la même raison, donc on a mis donc les déchets post-production également en pointillé pour indiquer le fait que les déchets des transformateurs de Hauts-de-France ne sont pas toujours orientés vers les installations de traitement des Hauts-de-France. Et donc, en dernier point, comme on vous l'a expliqué, on a également réalisé donc, des interviews en complément de l'enquête. Et donc, on a identifié plusieurs grands défis, plusieurs grands enjeux qui vont être liés à la filière. Donc, tout d'abord, tout simplement, l'économie du recyclé, qui aujourd'hui, malheureusement, reste encore assez défavorable pour plusieurs raisons, notamment car le coût de production des plastiques recyclés est souvent plus élevé que celui du vierge. Et le tri de certains plastiques est complexe et coûteux, donc ce qui va limiter leur recyclage au profit de la valorisation énergétique dans certains cas. On a aussi donc la question des primes à la réincorporation de MPR qui ne sont pas forcément mises en place et qui du coup peuvent un petit peu freiner leur évolution. D'un autre côté, on a également donc la question des données, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément suffisamment de données ou en tout cas pas une traçabilité suffisante, donc ça peut entraver la planification stratégique. Les flux de plastique, ils sont mal connus, ils sont peu traçables. Et donc, nous, on a constaté vraiment un manque de données sur certaines filières, même sur le site de l'ADEME. Et donc, on a également eu un partage limité au niveau de la donnée et puis un investissement parfois insuffisant, notamment par rapport aux donneurs d'ordre, qui peut aussi représenter un frein au niveau de ce développement de la filière. Alors, bien sûr, donc malgré tous ces défis, il y a vraiment un fort potentiel d'amélioration, hein, c'est-à-dire que le développement
Enfin, on peut vraiment miser sur plein de points comme le développement des technologies de tri, les obligations réglementaires, la meilleure structuration de la filière, par exemple, qui peut vraiment permettre de développer l'intégration du recyclé. Et il y a également certains soutiens financiers qui vont être présentés ensuite, comme par exemple les programmes ORMAT, qui peuvent permettre également d'accélérer l'intégration des MPR et la création de boucles fermées. Voilà pour moi. Lucie, je te laisse la main. Oui. Donc là, c'est vraiment l'objectif de venir conclure l'ensemble des informations qu'on a pu vous transmettre, Angéline et moi. Il y a du coup plusieurs catégories d'acteurs qu'on est venu enquêter, avec à chaque fois du coup des informations par catégorie d'acteurs qu'il va falloir venir retenir. En ce qui concerne du coup les transformateurs, je pense que l'important c'est vraiment de comprendre les différentes représentations des provenances, matières vierges, Union européenne à 70%, matières premières recyclées françaises à 56%, avec du coup une vraie opportunité d'amélioration côté sourcing de la matière première recyclée régionale. Et du coup, l'opportunité aussi de créer des boucles fermées, on l'a vu, entre ce qui rentre et ce qui sort de chez le recycleur et la manière dont ça peut être réutilisé par les transformateurs, tout en gardant en tête qu'il y a effectivement des limites liées au secteur d'activité et qui, du coup, ont un potentiel d'évolution et nécessitent justement d'être creusées, que ce soit par des initiatives de recherche et développement, par du financement, etc. Pour ce qui est des recycleurs, du coup, au travers des différentes interviews, on a également pu remarquer qu'il y avait certains sites qui étaient en sous-exploitation, parce qu'il y avait il y avait une faute de demande de la part des donneurs d'ordre des recycleurs et transformateurs, pardon, pour ces matériaux-là. On a aujourd'hui du coup la capacité technologique et les infrastructures en région qui sont disponibles et qui du coup demandent à être utilisées. Voilà. En ce qui concerne aussi le traitement des déchets plastiques, notamment en mélange, il y a encore une fois des freins par rapport à ça, à la capacité de le collecter, à la capacité de le trier correctement et ensuite avoir la technologie qui va être vraiment adaptée à son recyclage. Et de façon plus globale, c'est vraiment le sujet qui nous a tenus tout au long de l'enquête sur cette création, gestion et fin de vie de la matière aussi première recyclée. Et du coup, on aura une possibilité de voir une évolution de la matière première recyclée grâce à du coup une innovation, grâce à la mise en relation des acteurs régionaux, et c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui, mais également aussi grâce à la meilleure connaissance de la donnée, d'où la motivation et l'objectif de cette enquête. Tout ça en parallèle du coup de soutien financier qui est de temps en temps le nerf de la guerre. Je vais laisser la parole du coup à Camille Bouvet et à Moïse Wouters pour tout ce qui va être les exemples d'accompagnement, pardon, de la part de l'ADEME, mais également de la part de Team 2. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je me présente Camille Bouvet. Donc, je travaille à l'ADEME Hauts-de-France. Donc, je suis en charge d'accompagner les entreprises qui ont qui ont des projets, pardon, dans le recyclage ou l'incorporation de matières recyclées, notamment via l'appel à projet ORMAT. Donc l'appel à projet ORMAT a été relancé en 2025, le 15 mai 2025, et en même temps, l'ADEME a sorti un premier bilan de l'appel à projet sur 2023 et 2024. Donc si c'est possible de passer la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc au niveau national, pour ORMAT, donc, je vais vous présenter uniquement la partie plastique. Donc sur ORMAT plastique, il y a eu 124 projets qui ont été déposés en 2023-2024. Donc on a environ la moitié sur la régénération, la moitié sur de l'incorporation. Et c'est pareil, au niveau national, on a à peu près autant d'investissements que d'études, alors que dans la partie Hauts-de-France, on a eu 13 projets qui ont été déposés et financés, et on a par contre un peu plus d'investissements, 8 investissements alors qu'il y a eu 5 études. Dans le même temps, au niveau national, donc on a eu donc des projets de régénération qui représentent à peu près 58 000 tonnes de matière régénérée.
Et par contre, sur l'incorporation, on n'a eu que 31 000 tonnes sur l'ensemble des projets. Donc, on voit bien qu'en tout cas, nous, dans le cadre de l'appel à projet Ormat, on a financé beaucoup plus de projets de régénération. On a financé beaucoup plus de tonnage de régénération, de mise sur le marché de MPR que d'incorporation. Donc là, c'est une des choses qu'on a vues dans cet appel à projet. Et dans les Hauts-de-France, ça se confirme aussi, puisqu'on a aidé 5 000 tonnes par an de MPR mis sur le marché, alors qu'on a accompagné uniquement 1 000 tonnes d'incorporés. Donc là, on voit vraiment un décalage là-dessus. C'est-à-dire qu'on a mis plus de MPR sur le marché qu'on en a incorporé dans les industries. Ensuite, si on parle un peu de répartition des projets, on voit bien que ce soit sur la régénération ou l'incorporation, on a globalement quand même beaucoup de filières qui sont représentées, beaucoup de filières REP, comme le bâtiment, l'emballage industriel et commerciaux, l'agrofourniture, les déchets d'équipements électriques et électroniques. Mais on a aussi une grosse part qui est hors REP, que ce soit sur la régénération ou l'incorporation. On a, par exemple, sur les projets de régénération, 47% des projets qui ne concernent pas une REP aujourd'hui en vigueur. Et c'est pareil pour l'incorporation, même si aujourd'hui, il ne représente que 32%. Donc, si on tire quelques enseignements de ces constats-là, le slide suivante. Merci. Donc, on confirme la nécessité d'un accompagnement des acteurs pour développer ou améliorer la qualité du recyclage et la production de produits finis et semi-finis intégrant les matières recyclées. Et donc, tout ça est bien pour limiter la dépendance de la France en matière et en ressources vierges et majoritairement importées sur le territoire national. Donc et comme je le disais, on observe qu'on a beaucoup plus accompagné des projets de régénération, qui régénèrent de la matière, que d'incorporation. Donc ça, il faut aussi qu'on veille à ce que la matière soit effectivement incorporée dans les productions industrielles. Et donc avec Ormat 2025, on vise à poursuivre l'appui aux filières de recyclage en France, en veillant à un équilibre entre les capacités industrielles de recyclage et celles d'incorporation de CMPR dans l'industrie manufacturière, à un maillage territorial de ces installations, à la complémentarité de l'aide ADEME avec les moyens d'action des éco-organismes et à l'adéquation des projets financés avec les objectifs fixés dans le cadre des filières REP. Et enfin, au soutien des filières de recyclage et d'utilisation de matières recyclées qui correspondent à des besoins en dehors de ces REP. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont, comme on l'a vu, en dehors des REP actuels. Voilà. Et donc, je laisse la main à Moïse Wouters, qui va vous présenter un peu plus, en quelques mots, les appels à projets aujourd'hui qui existent à l'ADEME pour accompagner les projets de recyclage et d'incorporation de matières recyclées. Merci Camille, et n'hésite pas si tu dois compléter. Alors, il faudrait juste revenir sur l'appel à projet Ormat juste avant, s'il vous plaît. Merci. Focus donc sur deux appels à projet, Ormat et CAPT. Ormat que Camille vient de décrire en termes de résultats. C'est un dispositif qui va permettre de soutenir financièrement des projets d'études ou d'investissement qui vont viser à régénérer de la matière ou incorporer de la matière. Alors, Ormat tourne autour de 6 thématiques matériaux principales. Aujourd'hui, on se focalise uniquement évidemment sur le plastique, élastomère, composite et textile. Et les projets donc, qui peuvent être proposés sont de deux sortes, faisabilité d'un côté ou investissement, avec des opérations qui sont prioritaires. Globalement, si on garde l'état d'esprit Ormat, c'est travailler la qualité d'une part de la matière première issue du recyclage qui va être mise sur le marché. Et puis d'autre part, il y a la dimension volume. Et donc l'objectif, c'est d'augmenter le volume de matière première issue du recyclage sur le marché. Et dans le cas, par exemple, de l'incorporation, l'objectif clairement aussi, c'est qu'il soit en substitution de consommation de matière vierge. Voilà. Donc dans des situations de projet, par exemple, où on va venir créer un produit 100% matière recyclée, c'est peut-être une bonne chose, mais ce n'est pas l'état d'esprit Ormat. Il faut vraiment avoir en tête cette diminution de consommation de matière vierge. Quelques attentions particulières, tout ce qui est
Ormat va être attentif sur tout ce qui est élastomère hors pneu, tout ce qui est composite, des travaux, des projets sur des grades de qualité qui soient plus exigeants, donc exemple des grades de qualité alimentaire ou filière automobile, des focus sur tout ce qui est REP emballage, sur des résines techniques qui sont particulièrement émettrices de gaz à effet de serre. Et donc on va retrouver en fait dans Ormat des opérations qui sont prioritaires, donc ce qui veut dire que rien n'empêche qu'un projet soit soumis, sous réserve qu'il ne soit pas inéligible. Ce sont des choses qui existent aussi, mais on ne va pas s'attarder aujourd'hui dessus, mais il y a un cahier des charges au besoin. Et donc, rien n'empêche de poser le projet. Il faut juste avoir en tête qu'il y a des opérations qui sont prioritaires côté Ormat. Vous avez des plafonds qui sont appliqués. De manière classique, le plafond sur une faisabilité est de 100 000 euros, voire 150 si on ajoute une dimension diagnostique qui, lui, est capé à 50 000 euros de budget. Et puis, côté investissement, il y a un plafond d'aide. Globalement, on peut uniformiser en disant que pour toutes les entreprises, le plafond d'investissement est de 2 millions d'euros en termes de budget. Et donc la prochaine relève aura lieu le 6 octobre à midi et vous avez un lien pour aller chercher les informations. Et je vous préciserai juste après CAPT l'accompagnement de Team 2 sur le sujet. Je fais donc le lien avec CAPT juste après, puisque si on passe au-dessus des 2 millions d'euros, globalement, on s'en va plutôt vers l'appel à projet CAPT, donc, qui a été publié très récemment, Circularité avancée des plastiques, textiles et élastomères. L'objectif, c'est de dynamiser l'ensemble de la chaîne du recyclage en soutenant une performance en termes de qualité à nouveau et en termes de quantité à nouveau sur les matières premières, sur les matières plastiques issues du recyclage. Cet appel à projet, là, pour le coup, contrairement à Ormat qui vise 6 thématiques matériaux, focalise vraiment sur les plastiques et textiles composites, donc thermoplastique, thermodissociable, élastomère, textile naturel, synthétique ou artificiel, avec des axes prioritaires ou des attentions particulières sur tout ce qui est élastomère ou thermodurcissable pré ou post-consommation, tout ce qui est textile pré ou post-consommation hors invendu, puisque la loi OGEC impose de gérer cet aspect-là, tout ce qui est thermoplastique post-consommation. Ça, c'est pour l'incorporation de déchets. Et dans tout ce qui est préparation et production de MPR, à nouveau les élastomères, les thermodurcissables, que ce soit en post ou en pré-consommation, fibres synthétiques artificielles naturelles, et puis les MPR thermoplastiques. Sur ces sujets, donc sur cet appel à projet, on est sur des projets donc, qui sont conséquents, qui sont au-dessus de 2 millions d'euros. Donc il va y avoir une attention évidemment très particulière sur la maturité confirmée dans le cadre d'investissement. Et ce qui est important aussi à avoir en tête, c'est que la liste des matériaux qui est affichée ici, elle est exhaustive, c'est-à-dire que tout autre matériau sera exclu de l'appel à projet. Je vous ai indiqué que le coût de projet était supérieur à 2 millions d'euros, ça exclut les terrains. Éligibilité à nouveau, vous la retrouverez dans le cahier des charges. Et il y a 2 relèves qui sont prévues. Donc la première le 30 septembre 2025, la seconde le 30 janvier 2026, avec, point très très important, une réunion de pré-dépôt obligatoire, 1 mois à minima avant le dépôt du dossier, qui permet d'une part de présenter de manière synthétique le projet, et d'autre part d'obtenir du coup un premier avis de l'ADEME sur l'éligibilité et la faisabilité du projet en quelque sorte. Ce qui permet aussi, dans le cas où on est plutôt inéligible dans certains cas, d'éviter de rentrer dans un dépôt complet de projet qui est quand même assez conséquent. Vous disposez du lien de l'appel à projet en bas à droite de l'écran et je vais terminer avec la dernière diapo sur l'accompagnement qui est possible en région. Team 2 est missionné par l'ADEME depuis un peu plus d'1 an pour accompagner les porteurs de projets sur les appels à projets Ormat et maintenant CAPT depuis sa publication sur la filière plastique textile. 3 régions qui sont concernées, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, Centre-Val de Loire. Donc évidemment, on est concerné aujourd'hui par les Hauts-de-France. Et donc, on communique déjà d'une part sur les appels à projets comme aujourd'hui ou à travers des webinaires dédiés. Et donc, le processus est assez simple. Contact direct avec l'entreprise qui dispose d'un projet potentiellement. On discute ensemble et on voit son éligibilité. On va qualifier tous ces éléments-là. Et puis, si effectivement le dossier peut être posé sur Ormat ou sur CAPT, eh bien, on va rentrer dans le dur et on va rentrer dans la mine, comme on dit chez Team 2, et on va construire ensemble la réponse. Et là, les choses se font de manière très, très, très ouverte et c'est vraiment à la carte suivant la maturité
de l'entreprise. On a des entreprises qui ont déjà rédigé leur programme et on n'est plus qu'en simple relecteur. Et on a des entreprises qui partent de zéro. Évidemment, on a des entreprises qui sont entre les deux. On a toutes les typologies. En tout cas, nous, l'objectif, c'est d'avoir un dossier qui soit éligible, qui tienne la route, qui réponde évidemment correctement aux attentes de l'ADEME et aux différents enjeux, et que ce soit du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que si on a un dossier qui est propre, l'ADEME va pouvoir vraiment se concentrer sur l'objet de votre projet, et ce qui facilite aussi son évaluation et son analyse par la suite. Et donc chez Team2, vous avez deux contacts, Thomas Laurent, que certains connaissent, j'imagine, j'espère en tout cas, qui est en charge du DAS organique chez Team2, et moi-même. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous par mail ou par téléphone sur le sujet. Nous aurons grand plaisir à vous accompagner. Merci beaucoup pour ces deux présentations. Maintenant, on a un temps de questions-réponses de 5 minutes. Si jamais vous aviez voilà, des questions sur l'ensemble des présentations que vous avez pu entendre jusqu'à présent. J'ai pas directement accès au chat, donc si jamais vous voulez poser une question, n'hésitez pas à débloquer votre caméra et à prendre directement la parole. Peut-être, Lucie, je peux te donner quelques questions. Il y avait un étonnement de Monsieur Carpentier sur le chiffre de 88 000 tonnes en entrée chez les recycleurs. Et donc, apparemment, Norblad Plast reçoit déjà plus de 40 000 tonnes de PET post-consommation. Peut-être revenir sur le schéma en question. Alors déjà, si c'est post-consommation, c'est normal dans le sens où nous, du coup, on est venu s'interroger plus sur le post-production. Et ensuite, il y avait une autre hypothèse sur les recycleurs, c'est qu'aujourd'hui, on a du coup 2% de représentativité des recycleurs de la région. Et pourtant, au vu des chiffres nationaux et ce qu'on peut extrapoler à l'échelle régionale, on a une hypothèse de représentativité qui est peut-être beaucoup plus grande que 2%. Donc, si on regarde vraiment les effectifs des recycleurs, effectivement, on a 2% de représentativité de la filière des recycleurs en Hauts-de-France. En revanche, c'est potentiellement du coup des recycleurs qui vont venir représenter beaucoup plus de volume que les 2% de la filière au total. Ça pourrait expliquer du coup ce décalage-là. Mais du coup, ouais, pour être bien clair, nous, c'est vraiment les plastiques post-production qu'on est venu interroger et pas post-consommation. Peut-être juste aussi pour compléter, les chiffres que l'on vous a présentés, comme l'a dit Lucie, ne reflètent seulement que les personnes qui ont répondu à notre enquête. Et donc, on est bien conscient de la limite de nos chiffres. Et donc, il y a peut-être aussi des données qui nous sont manquantes, puisqu'on a fait, voilà, ce ne sont que des résultats des réponses à notre enquête. Il y avait également une question en sortie, 25 000 tonnes livrées à Cristalline pour les sources de Mérigny, Péranchy et Saint-Amand. Mais ça, du coup, j'imagine que c'est une donnée de M. Carpentier, pas la nôtre. Oui. Ok. Il y avait aussi également une question de Madame Sergent pour qui était le contact en région Hauts-de-France pour une mise en lien au sujet d'Ormat. Donc, il me semble que Camille Bouvet a bien répondu. Donc, c'est la référente. Elle vous a mis son adresse mail dans le chat. Donc, c'est la référence à l'ADEME. Et bien sûr, vous pouvez aussi contacter Moïse de Team 2. Il y a également son adresse mail dans le chat. Et vous contactez directement Moïse sans aucun problème pour la partie plastique. Pas besoin de passer par un formulaire ou quoi que ce soit. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Oui. Je vois qu'une main s'est levée. Ouais, mais que la caméra et le micro sont bloqués. Alors, je viens d'autoriser le micro. Est-ce que vous pouvez le débloquer ou pas de votre côté? Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Ah, merci. Oui, pour moi, c'est plus facile de poser ma question directement à l'oral. Alors, pour moi, c'est assez technique. Je suis chef de projet RSE là, chez Aoun Défense. Nous, on conçoit et on fabrique du tissu technique pour l'industrie automobile et ferroviaire.
Donc, je vois que Ormat concerne aussi la filière textile. Ma question, c'est est-ce que vous recherchez des gisements de tissus justement pour recycler ces déchets et en faire du fil ou du tissu recyclé? Est-ce que vous cherchez des gisements de textiles? Euh, On va peut-être laisser Moïse ou Je Camille répondre. Oui, côté Team 2, alors rechercher des gisements, pas forcément, mais si vous disposez de gisements, on est plusieurs acteurs en région à pouvoir mettre en lien. Il faut juste voilà, venir nous voir et qu'on en discute tout simplement. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais Oui, oui. oui. Alors attendez, parce qu'on nous a dit qu'on avait mis un contact dans le chat, mais je ne le retrouve pas. Effectivement, j'ai Sinon, mis un vous contact dans l'aurez. le chat, pardon. Alors, j'ai mis un contact dans le chat, donc moi, enfin, à l'ADEME, on s'occupe uniquement du financement. On n'a pas, enfin, Ah oui. on recherche pas effectivement Voilà. de matière. On met des personnes on peut mettre des personnes en relation, mais on n'a pas de, enfin voilà, on recherche pas de matière. Mais par contre, oui, j'avais mis mon contact pour l'appel à projet Ormat si vous avez des projets d'incorporation. Et ensuite, effectivement, le contact de Moïse aussi pour la partie Team 2. Ah oui. Oui, d'accord. Donc là, ce dont vous parlez, on est bien d'accord que c'est si jamais on incorporait en effet de la matière recyclée à C'est base de si vous- plastique. Alors c'est ça, c'est enfin, plastique ou textile. Et c'est si vous avez des projets de recyclage ou d'incorporation de matières recyclées et que vous avez besoin de financement pour ces projets. D'accord. Très bien, c'est compris. Merci beaucoup. Je vous propose de clôturer ce temps de questions-réponses. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et nous y reviendrons ultérieurement. Donc, je vous propose de passer à la deuxième partie de ce webinaire, donc à savoir évoquer les suites de notre étude. Donc, nous vous avons présenté un premier panorama des résultats de notre étude. L'intégralité vous sera mise à disposition courant du second semestre. Et donc, nous l'avons évoqué, pour réaliser cette étude, nous n'avons pas travaillé seuls, mais en co-construction avec les acteurs régionaux. Et donc, au cours des différentes discussions, deux leviers majeurs ont été identifiés. Le premier, le levier de la commande publique responsable. Donc, en fait, les achats publics jouent un rôle important sur le territoire, qu'il s'agisse de fournitures, de services, d'équipements techniques ou pour des travaux. La construction des marchés publics peut permettre de soutenir les entreprises locales, les recycleurs locaux, les bureaux d'études locaux, l'incorporation de matériaux plus responsables. Et c'est tout l'enjeu de cette prochaine intervention qui va être faite à deux voix par le CD2E, par Antoine Gox et la FEDEREC par Emmanuel Katrakis. L'idée, voilà, c'est de vous présenter ce levier. Et donc, je donne tout de suite la parole aux deux intervenants. Merci Ariane. Bonjour à toutes et tous. Donc je suis Antoine Gox, référent achat public durable et budget vert au CD2E. Je vais vous dire un tout petit mot rapide du CD2E avant de rentrer un peu plus sur cette question de la commande publique comme levier potentiel pour accompagner la montée en puissance de ces filières de recyclage et ce que dit le contexte réglementaire en matière de commande publique aujourd'hui. Donc, je pense d'être sur la diapo suivante. Voilà, on est bien aujourd'hui, donc tout va bien. On va reprendre la diapo suivante également. Donc, le CD2E en un mot, on est une association, pôle d'excellence régionale. On a le même âge que le CERD, on a à peu près la même origine en 2001, initialement en Nord-Pas-de-Calais, puis en Hauts-de-France, avec comme objectif de massifier la transition écologique et énergétique. Et sur la diapo suivante, pour vous préciser un peu nos domaines d'activité, nos expertises métiers, on intervient plus spécifiquement dans le domaine du bâtiment durable, à la fois sur la construction, rénovation, les filières d'écomatériaux, etc.
Sur les énergies renouvelables, en particulier solaire, photovoltaïque, thermique et les modèles économiques associés. Et dans le domaine de l'économie circulaire, plus spécifiquement dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, et avec une expertise qui est plutôt tournée sur la réutilisation et le réemploi dans ces secteurs-là, et également le recyclage, mais plutôt des matières minérales. Et notamment, on a organisé il y a 3 mois les assises nationales d'économie circulaire des minéraux. Et donc, on est moins spécialiste des sujets plastiques. Néanmoins, au-delà de ces 3 grands domaines, on travaille particulièrement sur la question du levier de la commande publique, puisque les grands donneurs d'ordre en région Hauts-de-France dans ces secteurs sont souvent soumis au Code de la commande publique, qu'il s'agisse des collectivités territoriales, des établissements publics, hôpitaux, universités, gestionnaires de patrimoine importants, ou les bailleurs sociaux également qui sont à enjeu. Et donc, c'est plutôt à ce titre-là que j'interviens aujourd'hui. Alors, sur la diapo suivante, pour donner quelques éléments de contexte, juste donner un peu ce point de vue que la commande publique, au niveau national, on est entre 80 et 100 milliards d'euros d'investissement annuel à peu près, selon les années. Et en région Hauts-de-France, on est entre 5 et 7 milliards d'euros d'investissement avec différents secteurs plus spécifiques sur la production, logement, bâtiment, travaux publics, aménagement, marché de fournitures, etc. Donc, il y a un levier important, au-delà de répondre aux besoins des acheteurs publics qui ont besoin pour fonctionner d'acheter tel ou tel matériau, tel ou tel service, tel ou tel travaux. Évidemment, il y a une prescription de plus en plus importante de faire de ce levier de la commande publique un outil pour accompagner la transformation des offres des entreprises vers moins d'impacts environnementaux, plus de sobriété énergétique, moins d'émissions de gaz à effet de serre, plus de sobriété matière, etc., etc. Et toutes les grandes lois sectorielles de ces dernières années ont systématiquement apporté de nouvelles prescriptions pour les acheteurs publics, en indiquant que le levier de la commande publique pouvait être important. Depuis la loi de transition énergétique pour la croissance verte en 2015, la loi AGEC, la loi climat résilience, la loi industrie verte plus récemment. J'ai encadré là deux textes de loi plus spécifiques sur cette diapo. La loi AGEC, on va en reparler dans un instant parce qu'elle est évidemment importante pour le sujet d'aujourd'hui. Mais également vous signaler que la loi climat et résilience de 2021, qui est la loi qui devait opérationnaliser notamment les préconisations, les propositions de la Convention citoyenne sur le climat, a introduit une nouvelle obligation qui entrera en vigueur en août 2026, donc c'est bientôt, 5 ans après la promulgation de la loi. C'est que 100% des marchés publics devront obligatoirement contenir une clause d'exécution environnementale et un critère d'attribution du marché environnemental. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était plutôt sur une incitation à avoir soit une spécification technique, soit une condition d'exécution, soit un critère dans la sélection de l'offre qui était avec une incitation pour qu'il y ait plus de prise en compte de l'environnement. On va avoir donc cette obligation qui va entrer en vigueur à partir de 2026. Évidemment, c'est quelque chose de très important pour l'accès au marché public, l'attention qu'auront les acheteurs à la qualité environnementale des offres et aux conditions d'exécution des marchés. Sur la diapo suivante, c'était juste pour indiquer que cette obligation de 100%, c'est un grand défi pour le secteur des marchés publics, puisque aujourd'hui, la part des clauses environnementales, que ce soit en nombre ou en montant, donc les derniers chiffres sont ceux de l'année 2023, on en est encore loin, puisque en nombre de marchés, on est en dessous de 30% des marchés qui ont au moins une clause environnementale. Et en montant, on est à près de 40%. Donc, on est encore loin des 100% qui sont visés dans la loi. Sur la diapo suivante, j'essaie de faire un zoom un peu sur le contexte réglementaire. Je ne reviens pas sur la réglementation en matière de
de filières industrielles, plus spécifiquement sur les exigences qui sont attendues, mais plutôt côté commande publique. La principale disposition issue de la loi AGEC concernant la commande publique, c'est l'article 58 de la loi AGEC qui vient demander aux acheteurs publics d'intégrer une part dans leurs achats de réemploi, de réutilisation ou de recyclage, d'intégration de matières recyclées dans les produits. Cet article 58, il fait l'objet d'une attention assez précise, hein, puisqu'il définit derrière un certain nombre de familles d'achats plus spécifiques où il y a des obligations qui sont intégrées pour avoir un taux de réemploi, de réutilisation ou d'intégration de matières recyclées. Pour vous dire, il a fait l'objet d'une évaluation en 2023, la mise en œuvre de cet article, avec plusieurs retours par les acheteurs publics, des difficultés liées au fait que les filières n'étaient pas encore suffisamment matures, qu'il n'y avait pas encore d'offres systématiquement pour toutes ces familles. Et donc, il y a eu une actualisation, enfin un nouveau décret qui est sorti le 21 février 2024 dernier, qui reprécisait un certain nombre d'éléments, d'obligations sur ce sujet. Alors, j'ai repris, ce sera peut-être pas très lisible, je m'en excuse, mais vous avez les liens actifs sur le support qui vous sera, il me semble, transmis également à la suite de ce webinaire. Donc, sur la diapo suivante, j'ai repris le tableau qui, alors je ne sais pas si c'est très lisible pour vous, mais qui identifie les catégories de produits où il y a une obligation en termes de pourcentage de réemploi et de réutilisation par an. Et une part, ce que j'ai entouré en rouge, d'obligation sur le pourcentage de matières recyclées incorporées dans le produit. Et donc, ça peut être à la fois sur les produits textiles, sur le matériel informatique et la téléphonie, matériel de reprographie, d'impression, consommable d'impression, le papier, vous n'êtes pas trop concerné ici, mais pour les fournitures de bureau, mobilier, ameublement, etc., tous ces éléments, on a un certain nombre d'objectifs qui sont attendus par an et en montant, en valeur de marché sur une année, qui sont intégrés. Et ce que je veux vous signaler ici, c'est qu'on est sur une progression de ces objectifs, puisqu'il y avait des exigences pour 2024, puis pour 2027, puis pour 2030, pour augmenter la part de matériaux recyclés. Donc ici, il y a une incitation en direction des acheteurs, enfin une obligation, c'est plus qu'une incitation, à exhiber des produits qui intègrent, qui incorporent notamment des matières recyclées, qui ne sont pas nécessairement des plastiques, ça peut être des métaux, ça peut être d'autres éléments, mais qui évidemment vont constituer une exigence pour accéder au marché public et qui doivent avoir un impact sur l'offre de produits qui répond. Donc on voit avec cette disposition qu'on est un peu en aval. Les acheteurs publics vont rarement acheter de la matière recyclée brute, évidemment, mais c'est plutôt une attention et une demande vis-à-vis de leurs fournisseurs d'augmenter la part de recyclé dans les produits qui sont vendus. Alors, sur la diapo suivante, et je vais conclure, alors voilà, c'est la liste des 17 familles d'achat qui vont également sur différents types de produits. On voit aujourd'hui dans les marchés apparaître des propositions de clauses techniques ou de critères pour, par exemple, la fourniture de vêtements de travail qui demandent de l'incorporation de fibres recyclées, sur également des marchés de fourniture de matériel de bureau pour qu'il y ait une part de recyclé qui soit introduite, ou encore le recours à certains labels. Je prends un exemple, hein, notamment la norme NF environnement sur l'ameublement, NF 21. Parmi les critères, il y a une exigence que les composants en matière plastique soient marqués et qu'il y ait une réalisation à partir soit d'un seul polymère ou de plusieurs polymères, mais qui soient compatibles en vue du recyclage. Donc, il peut y avoir ce type d'exigences qui passent par des labels qui sont à souligner.
Néanmoins, aujourd'hui, en termes de guides, de préconisations existants pour les acheteurs autour de la mise en œuvre de l'économie circulaire, il y a encore relativement peu de prescriptions précises en matière de recyclage des plastiques à incorporer. Je pense que dans les diapos suivantes, j'ai mis quelques ressources, notamment un guide d'application de cet article 50, de cet article 58. Et autrement, je vous signale deux ressources complémentaires. Peut-être la diapo d'avant. D'une part, le site laclauseverte.fr, qui est un closier en ligne qui rend accessible aux acheteurs publics des propositions rédactionnelles de clauses environnementales, de critères environnementaux, qui est porté par le CD2E et qui est soutenu par le ministère de la Transition écologique dans le cadre du Plan national achat durable 2022-2025 et qui propose, donc là, qui fonctionne avec un moteur de recherche, etc., quelques exemples de clauses qui intègrent les exigences en matière de tri ou de recours à des plastiques réutilisés. Autre ressource également, d'une part, le réseau régional des acheteurs publics responsables qui est coanimé avec le CERD et avec Olivia Salé au CERD. Et puis en région Hauts-de-France, il y a également, dans le cadre de la démarche REF3 qui a été évoquée en introduction, également un référentiel achat public durable qui a été co-construit et qui là aussi propose un certain nombre de ressources de préconisation à la fois pour les services prescripteurs et pour les acheteurs pour essayer de progresser vers des achats moins impactants. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et je vais laisser du coup la parole à Emmanuel de la FEDEREC. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci Antoine pour cette présentation. Je vais prendre la suite. Donc, je m'appelle Emmanuel Katrakis, je suis le directeur des affaires réglementaires institutionnelles chez Gallo, qui est une entreprise de recyclage et qui recycle notamment des plastiques issus des VHU, donc des véhicules hors d'usage et du D3E. Aujourd'hui, je vais intervenir pour le compte de FEDEREC, donc la Fédération des entreprises de recyclage, qui est devenue et qui a changé, qui a rajouté un R en fin d'année dernière, début de cette année, pour devenir également la Fédération des entreprises actives dans le réemploi et le recyclage. Donc, je vais faire une très brève présentation de FEDEREC pour ensuite... alors, c'est la slide suivante. Voilà. Donc, on est une fédération professionnelle créée en 1945. On représente plus de 1000 entreprises, principalement des PME. Et grâce aux activités de recyclage, pas uniquement les plastiques, mais tous les flux qui sont représentés au sein de FEDEREC, on permet d'éviter environ 11 millions de tonnes de carbone par an. Ces chiffres sont calculés sur la base d'une étude qui avait été faite avec l'ADEME il y a de ça quelques années. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on est organisé en 8 syndicats régionaux. J'interviens aujourd'hui pour le compte de FEDEREC Hauts-de-France, donc je suis administrateur. Et on a naturellement des syndicats professionnels, des syndicats régionaux, excuses, dans toutes les différentes régions de France. Je vais slide suivante. Voilà. Alors, on a eu beaucoup de chiffres. Je vais en donner quelques-uns qui datent effectivement de 2023, où on a collecté environ plus d'1 million de tonnes de déchets plastiques, 35% qui sont issus de la collecte sélective et 65% de la collecte dite industrielle, donc principalement du B2B, et des chiffres qui ont légèrement baissé. Alors, je n'ai pas encore les chiffres de 2024, mais qui sont restés peu ou prou stables. Donc, c'est important d'avoir en tête ces deux filières principales, à la fois la collecte sélective et la collecte industrielle, pour comprendre effectivement l'origine des flux qui sont traités par les adhérents de FEDEREC, qui vont faire à la fois le tri et ensuite le recyclage. Slide suivante. Merci. Alors, je pense que c'est relativement important parce que 2024 ne sera pas une bien meilleure année, entre guillemets. On a eu une chute relativement importante du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, donc moins 55%, qui sont dus principalement à l'évolution à la fois de la demande et des prix du pétrole. Ça a été dit par différents intervenants comme élément bloquant. Effectivement, le plastique, et j'y reviendrai, est un dérivé du pétrole. Et donc, à la fois la demande
demande et surtout l'origine des plastiques qui vont être utilisés vont fortement dépendre de l'évolution du prix du pétrole et donc de la disponibilité et du prix des plastiques dits vierges, malgré le fait que lorsqu'on recycle du plastique, on va économiser beaucoup de CO2, entre 70 et plus, en fonction des polymères qui sont recyclés, et notamment économiser de l'énergie. Alors, je vais revenir sur les deux dernières slides suivantes. Donc, effectivement, dérivés du pétrole, des bénéfices environnementaux qui sont extrêmement bien documentés. On a ces dernières années, enfin plutôt ces 2 dernières années, 2 autres problèmes qui sont, les importations grandissantes de plastique venus d'Asie à des prix qui défient toute concurrence. Alors, on a au sein de ce problème 2 sous-problèmes. Le premier, c'est un problème de code douanier, puisque ces plastiques qui sont importés d'Asie sont soi-disant des plastiques recyclés, mais vu qu'au niveau des codes douaniers, lorsqu'on a un plastique produit fini, donc des pellets, on n'a pas de distinction malheureusement entre le plastique dit vierge et le plastique recyclé. Il y a difficulté à savoir quelle est l'origine véritable de cette plastique. Il y a, et ça, ils ont été présentés aujourd'hui des initiatives réglementaires et des mécanismes de soutien au niveau UE et français. Alors, les initiatives réglementaires, c'est effectivement principalement des obligations de contenu recyclé qui ont d'abord commencé à être imposées pour les PET, donc dans les plastiques à usage unique pour le PET, et dans le règlement emballage qui vient d'être appliqué, et des objectifs qui devraient être également adoptés dans le cadre du nouveau règlement sur les véhicules hors d'usage. Je pense qu'il faut encore attendre 6 mois avant que celui-ci soit adopté, qui prévoit, sur la base de la proposition que la Commission européenne avait faite, des obligations de 25% qui ont été quelque peu diminuées dans le stade de la codécision. Donc entre le Parlement européen et le Conseil, et naturellement, et les mécanismes de soutien dont Moïse Wouters a parlé, qui sont fondamentaux pour la transition d'une économie linéaire à une économie circulaire. Donc, marché public, incorporation, taxation, on en a moins parlé, c'est vraiment 3 leviers qui sont relativement importants pour faire en sorte qu'on ait à la fois une plus grande demande dans les produits finis en plastique dit recyclé, une meilleure éco-conception naturellement, et également faire en sorte que les bénéfices environnementaux qui sont issus du recyclage des plastiques soient mieux pris en compte dans le facteur prix. Donc, je vais continuer sur la slide d'après, qui est effectivement la dernière slide, pour en revenir à la question des marchés publics. Au niveau européen, les marchés publics représentent environ 40% du PIB, 2 trillions d'euros. L'avantage de la commande publique, et je vais pas revenir sur les différents critères et l'évolution qui a été mise en exergue par Antoine Goxet, mais aligner la politique des marchés publics et les politiques publiques, permettre aux acteurs de cette transition d'étendre leurs débouchés hors mécanisme de soutien à l'investissement productif et donc les économies d'échelle. Et je peux prendre un exemple concret où potentiellement on pourrait éventuellement améliorer un certain nombre de choses. C'est par exemple dans les marchés publics des matières plastiques issues des centres de tri, où on pourrait également avoir des critères qui permettraient effectivement d'avoir non pas une préférence locale, mais en tout cas des critères qui vont avantager les entreprises qui sont proches de là où se trouvent effectivement ces centres de tri et qui vont ensuite pouvoir recycler ces matières en nouvelles matières premières issues du recyclage. Je vais m'arrêter là et je serai naturellement ravi de pouvoir répondre à certaines questions. Merci. Merci Emmanuel et Antoine pour votre présentation qui permet justement de mettre en avant les enjeux de la commande responsable et du besoin d'accompagnement des collectivités pour l'intégration de nouvelles clauses, justement permettant le soutien des filières régionales. Je souhaite juste, avant de présenter le second levier, vous informer que nous allons déborder d'une dizaine de minutes pour garder du temps ensuite d'échange justement sur ces leviers. Donc, je m'excuse par avance. Un autre levier que nous avons identifié, cette fois-ci, c'est une approche un petit peu différente, celle de l'EIT, donc EIT pour écologie industrielle et territoriale. Et donc, ce levier a été identifié car une dynamique s'est créée. Récemment, le réseau des EIT, le réseau Comet, au sein duquel la filière plastique est ressortie comme prioritaire sur notre territoire et à fort enjeu et intérêt.
Et donc, pour vous présenter ces travaux, je donne la parole à Camille Saint-Jean de NeoEco, qui anime ce réseau Comet. Bonjour à tous. Merci beaucoup Ariane. Du coup, donc, je vais présenter rapidement le réseau Comet qui effectivement est né en 2023. Donc sur la prochaine slide, c'est donc encore, pardon, la suivante. Voilà. Donc, comme l'a dit Ariane, l'écologie industrielle et territoriale, l'objectif, c'est vraiment d'optimiser les flux de ressources à l'échelle territoriale. Donc, en fait, finalement, c'est de l'économie circulaire, mais qui est très locale et bénéfique pour plusieurs parties prenantes. On n'a pas que des entre-deux entreprises, mais il y a aussi l'intervention du territoire. Et c'est aussi souvent multi-flux, c'est-à-dire qu'on n'est pas que sur de la matière, mais il peut y avoir de l'eau, de l'énergie, du foncier, des compétences, des événements, enfin voilà, des compétences, des équipements. Il y a tout un tas d'éléments qui peuvent être mutualisés ou substitués. Et l'objectif, c'est vraiment à la fois qu'il y ait des bénéfices environnementaux, des bénéfices économiques et des bénéfices sociétaux, donc à l'échelle du territoire, pour améliorer l'attractivité des territoires. Et donc l'ADEME et la région Hauts-de-France ont décidé de venir soutenir ces dynamiques. Alors il y en a plusieurs qui existaient depuis quelque temps sur le territoire des Hauts-de-France. Je peux citer Ecopal qui a plus de presque 20 ans d'existence et qui fait d'ailleurs partie de notre groupement pour animer ce réseau. Et donc l'objectif, en tout cas, c'était de venir soutenir, mais aussi développer cette dynamique collective, à la fois pour outiller les animateurs de l'écologie industrielle et territoriale, puisque c'est quelque chose qui n'est pas forcément inné et simple pour les territoires, et également pour venir voilà, capitaliser, valoriser et promouvoir ces initiatives. Et donc, pour cela, voilà, le réseau Comet a été créé il y a 2 ans. Donc, nous entamons la 3e année à partir de juillet de son existence. Et voilà, vous pouvez passer à la slide suivante. On a plus d'une trentaine de membres dans ce réseau. L'objectif de ce réseau, c'est à la fois d'assurer la collaboration entre les membres, en fait, de pouvoir mutualiser des outils, des formations, des compétences, etc., pour pouvoir vraiment finalement se soutenir les uns les autres. Également la structuration de cette démarche régionale, puisque finalement l'objectif, c'est de venir animer un réseau d'animateurs des territoires, donc vraiment être une échelle régionale, mais qui s'adresse aux différents territoires de la région Hauts-de-France. De venir aussi partager donc des connaissances, des résultats concrets, des outils, comme je l'ai dit tout à l'heure. Des compétences également, donc pour faire monter les animateurs en compétences, et puis de venir accompagner les territoires sur une phase plus opérationnelle. Je vous en parlerai un petit peu par la suite, dans le cadre ce qu'on appelle un volet 2, qui vient en fait accompagner financièrement et techniquement les démarches pour qu'elles passent une dynamique, que ce soit un levier opérationnel en tout cas, pour enclencher les synergies. Donc, dans la slide suivante, vous verrez donc justement les acteurs qui sont engagés. Donc, comme je vous le disais, il y a 34 territoires qui sont concernés, que ce soit donc des collectivités, mais également des associations, des SCOT, des GIE. Enfin voilà, il y a plein de structures différentes qui peuvent venir porter ces démarches d'écologie industrielle et territoriale. Et donc, on a identifié un certain nombre d'éléments. Donc, on a notamment créé un catalogue des synergies qui a été réalisé. Donc, on a identifié à peu près 90 synergies. Et pour animer ce réseau, on a à la fois deux ateliers collectifs pour structurer ce réseau et 3 groupes de travail pour justement travailler sur des sujets plus techniques et opérationnels, comme justement le GT plastique, dont je vais vous parler juste après. Voilà, donc comme je vous le disais, voilà, à la fois là, en termes d'animation, on a à la fois des ateliers et des groupes de travail. Et donc, vous pouvez passer à la slide suivante. Donc, sur ce GT qui a en fait été réalisé, animé en
l'année dernière pour travailler en fait l'année dernière, il y a quelques mois, pardon, pour travailler justement sur les plastiques, puisque ça a été un des enjeux identifiés par les territoires, en fait pour pouvoir bien répondre aux besoins des membres de Comet. On vient régulièrement les interroger sur leurs besoins pour monter en compétences, pour travailler sur certains sujets. Et donc, le sujet des plastiques est revenu de façon très importante, très marquée. Et donc, on a créé un atelier spécifique, un groupe de travail spécifique pour pouvoir y travailler. Je fais juste une toute petite parenthèse, mais la première année a été vraiment l'objet d'outiller et de faire monter en compétence les animateurs, comme je le disais précédemment. Et donc, on a eu des groupes de travail plutôt théoriques. Et donc, depuis cette année 2, donc on est en train de terminer, on est passé à... l'objectif, c'est de faire maturer petit à petit les démarches. On a beaucoup de jeunes démarches d'EIT sur le territoire des Hauts-de-France. Et là, l'idée, c'est vraiment de travailler sur des choses plus opérationnelles, donc, dont les plastiques ont fait partie cette année. Et donc, l'année prochaine, ce sera sur les déchets du BTP et l'ESS. Donc, vous pouvez passer à la slide suivante. Et donc, pour un petit peu illustrer les liens qui se sont créés entre l'ODEMA et le réseau Comet, l'objectif, justement, pour répondre à ces territoires qui avaient besoin de compétences et de connaissances supplémentaires sur les plastiques, ça a été tout d'abord d'interroger l'ODEMA, de faire intervenir l'ODEMA pour nourrir les réflexions des membres de Comet, avec justement la première partie de l'étude sur les plastiques qui vous a été résumée tout à l'heure. L'ODEMA a pu également transmettre une base de données des entreprises sur les territoires du réseau pour justement davantage identifier les gisements potentiels de plastique qui pourraient du coup faire naître de nouvelles synergies. Et donc pour les animateurs de l'EIT, c'est très intéressant d'avoir ces contacts pour justement pouvoir faire phosphorer un petit peu ces différentes synergies et mettre en relation différents acteurs pour créer justement des actions de mutualisation, de substitution. Et du côté du réseau Comet, l'objectif, c'était que certains territoires ont bien voulu appuyer l'enquête de l'ODEMA parce qu'ils connaissaient justement d'autres acteurs qui avaient été identifiés pour ce questionnaire, pour ces enquêtes. Et donc, ils ont pu apporter de nouvelles entreprises, de nouveaux contacts et puis aussi insister pour que ces entreprises répondent à cette enquête. Et un dernier point, en tout cas, qui nous a paru, qui pour nous est intéressant et pour la région et l'ADEME, c'est le suivi justement de ces démarches d'écologie industrielle et territoriale, donc qui doivent répondre dans le cadre d'un référentiel qui s'appelle Ellipse, qui est donc spécialisé sur les démarches d'écologie industrielle et territoriale. Et donc l'ADEME et la région Hauts-de-France ont voulu en fait sélectionner un certain nombre d'indicateurs parmi les 60 indicateurs d'Ellipse pour en faire, on va dire, des indicateurs sur lesquels ils souhaitent appuyer et suivre, en fait, en tout cas spécifiquement pour la région Hauts-de-France, et donc qui pourraient être à intégrer à l'ODEMA pour le suivi, le tableau de bord, on va dire, de l'économie circulaire, puisque l'EIT est un des axes de l'économie circulaire. Voilà. Voilà. Et du coup, une des 2 dernières slides pour vous indiquer où nous retrouver et qui contacter pour pouvoir justement, si vous faites partie des territoires qui est en train de réfléchir à ces démarches d'écologie industrielle et territoriale et qui, si vous voulez travailler sur les plastiques, en tout cas, on a assemblé un certain nombre de matériels et d'acteurs pour pouvoir justement apporter, continuer à faire ces démarches d'écologie industrielle et territoriale sur vos territoires. Voilà, merci beaucoup.